L'actualité reste dominée par les sanctions de l'ex-président Joseph Kabila par les États-Unis d'Amérique pour son soutien aux rebelles du M23 et à l'Alliance Fleuve Congo. Nous allons développer ces sujets avec le professeur Omar Kalonji, qui est professeur à l'Université pédagogique nationale. Madame et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Invités 30. Bonjour, professeur Omar Kalonji. Bonjour, Madame Nadine. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien, par la grâce d'Allah ou de Dieu. Oui, la grâce, toujours la grâce. Sans la grâce, on ne peut rien. Effectivement. Et c'est cette grâce-là qui nous fait vivre. Voilà, nous l'avons annoncé au cours de notre sommaire, que l'actualité reste dominée par les sanctions de Joseph Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, pour son soutien aux rebelles de M23 et à l'Alliance Fleuve Congo par les États-Unis d'Amérique. D'abord, comment vous avez reçu cette information? Bon, nous la recevons avec des sentiments partagés. Sentiments partagés pour dire que chacun doit s'attendre à la récompense de ses actions. Et c'est ce que ça signifie, mais aussi pour dire qu'il y a quelque chose qui se passerait sur les droits internationaux, la considération d'une catégorie de gens par rapport aux droits internationaux. Parce que ce que Kabila a posé comme acte n'est pas exclu de ce que les autres qui aujourd'hui sont en train de bombarder le monde entier et sont en train de faire. Et qu'est-ce qu'on peut dire à l'instant? Il a violé d'abord la disposition constitutionnelle que lui-même avait signée pour dire que le président sortant ne doit plus s'émixer, ne doit plus composer avec les traîtres. Ça veut dire qu'il ne doit plus trahir le pays. Il doit rester effectivement très confident et pour soutenir des actions positives qui sont menées par le gouvernement qui a succédé, afin que nous puissions quand même évoluer sous ses conseils comme quelqu'un qui a dirigé ce pays par rapport au contexte diplomatique et autres. Parce qu'il a déjà une expérience d'avoir dirigé notre pays. Et dans un moment aussi très difficile. Mais tout ça étant, il n'a pas lui-même pris ça en considération. Il a oublié qu'il a fait une mission quand même divine. À un certain moment, nous étions en difficulté. Il a installé quand même les institutions de la République. Et il a quand même travaillé sur le plan de développement. Et il a signé quand même des contrats qui ont fait que la République puisse évoluer à un certain moment. Et tout ça, il l'a mis de côté. Il l'a mis de côté. Il a voulu maintenant revenir pour prendre la place de Dieu, pour croire que si lui n'est pas là, donc le peuple ne peut plus vivre. Donc on doit toujours compter avec lui. C'est ce qui fait que aujourd'hui, effectivement, le droit va le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il a joué à une pleine contradiction avec lui-même. Avec lui-même.
Et vous estimez que ces sanctions auront de l'impact sur la vie de Joseph Kabila? Bon, c'est ce que j'ai dit que nous avons accueilli la nouvelle avec des sentiments partagés. Et il y a aussi cet aspect de la compromission avec la communauté internationale. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il engage pour aller soutenir l'M23 et le fleuve, Alliance de fleuve Congo, je crois que c'est avec les parrainages de certains partenaires occidentaux qui le soutiennent et qui soutiennent cette rébellion-là pour que nous ne puissions pas instaurer un système de bonne gouvernance, de transparence. Cependant, durant son règne, il a signé autant de dispositions pour que nous puissions respecter la transparence. Voilà, maintenant, lui, il va appuyer ceux-là qui ne veulent plus de la transparence. Ils ne veulent plus de la transparence. C'est ça sa contradiction. Et puis, lui-même, il s'opposait à un certain moment à la rébellion armée. Et aujourd'hui, en flagrance, il va soutenir cette rébellion armée. D'où proviennent ces différentes ressources pour lesquelles il s'achète des armes? Ça, c'est une question fondamentale. Et aujourd'hui, comme ils font ce qu'ils font, en train de tuer le peuple congolais pour arriver au pouvoir, alors, ils vont diriger avec qui? Ils vont diriger avec le mort ou le vivant? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tuer le peuple congolais. Ils vont diriger avec qui? Si c'est avec le mort, bon, c'est avec ces morts-là qu'ils vont continuer à payer maintenant la facture de la guerre, avec le temps. Voilà pourquoi nous disons que le pouvoir, à un certain moment, aveugle les gens. Avec les gens, on croit qu'on doit rester indemne. Non, la vie, elle a des soubresauts, il faut évoluer. Vous avez régné, eh bien, prenez quand même le temps un temps de recul pour pouvoir porter conseil aux autres qui peuvent passer au-devant des services. Et il est regrettable de voir que, bon, ce n'est pas seulement nous les Congolais, mais notamment nous les Africains, nous voulons un pouvoir exagéré, parce que nous tirons ça de nos cultures. Quand vous êtes un chef de groupement, c'est pour la vie. On ne vous remplace que quand vous êtes déjà enterré. Hein? Vous voyez? Donc, on croit qu'on doit faire cette confusion-là entre ce pouvoir traditionnel au pouvoir moderne. Mais dans l'entretemps, les gens qui entourent Joseph Kabila disent que ces sanctions sont de nul sans effet. Oui, mais ce sont les gens qui l'encouragent parce qu'ils n'ont pas ce courage-là de pouvoir se manifester et servir. Alors maintenant, on l'utilise comme un bouc émissaire pour qu'il soit là et qu'il continue à jouer le profiteur. Le profiteur. Ils ne doivent pas oublier que chaque chose a son temps. Lui a servi, eh bien, donnez-lui le temps de se reposer. Hein? Si vous aviez les ambitions et que Dieu vous a apporté, eh bien, affichez-vous. Affichez-vous pour aller servir le peuple. Mais de bonne manière. Hein? Quand lui a pris le pouvoir, il ne l'a pas pris par les armes. Comment aujourd'hui il va revenir aux armes pour revenir au pouvoir? C'est une contradiction. Qui va lui accorder la bénédiction? Et ceux-là qui l'encouragent. Est-ce qu'il a encore besoin de la bénédiction? C'est ça la question à se poser.
Il a encore besoin de la Il bénédiction. a toujours besoin de la bénédiction parce qu'il parle du peuple congolais. Bon, c'est le peuple, je vais aller servir le peuple. C'est le peuple qui l'appelle à revenir au service. C'est là qui l'entourent, ils parlent au nom du peuple, n'est-ce pas? Dans leur confrérie, dans leur groupe, ils disent non, non, le peuple a dit, donc une opinion qui s'étrame, qui dit non, non, il peut revenir. Il peut revenir, mais tout en oubliant que la loi existe, la loi fonctionne. C'est lui-même qui a fait voter cette constitution au référendum. Il sait qu'il a fait son mandat et c'est fini. Mais toujours par rapport aux réactions, il y a eu plusieurs réactions après les sanctions de Joseph, les sanctions contre Joseph Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo. Notamment, il y a eu marche hier de l'UDPS, qui est un parti au pouvoir. Et il y a eu marche de l'Union sacrée. Est-ce que c'était important? Parce que le peuple congolais, nous parlons de la population, nous parlons du peuple congolais. C'est très important dans le sens que le peuple est pris au sandwich entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a le gouvernement en place, de l'autre côté, il y a les rebelles. Et au milieu, il n'y a que le peuple. Vous voyez, tout le monde qui vient, la société civile, la Cinco, tout le monde, il parle au nom du peuple. Le peuple le martyrisé. Vous voyez? Alors, maintenant, eux aussi, ils doivent soutenir ces sanctions-là pour que ça aboutisse, que ça passe comme modèle de quoi? Modèle de gestion de l'affaire de la République. Il ne faut pas qu'on se dise que non, même si on doit faire de n'importe quoi, on a quand même ces prérogatives-là de revenir comme dans sa chambre, où vous y sortez, vous y entrez à tout moment comme vous le voulez. Non. Il y a des dispositions quand même légales qui nous régissent. Parce que si nous devons considérer ça, ça veut dire que moi aussi je peux m'octroyer ces droits-là pour dire, oh, soit je deviens rebelle pour que je devienne président de la République. Oui, mais il faut quand même qu'on suive quand même l'ordre. Oui. Vous voyez les abeilles, comment ils se comportent. Ils sont plus intelligents que les hommes. Hein. Ils sont organisés. Hein. Oui, mais à l'instant, le peuple a besoin, le peuple ou la population a besoin du social, il a besoin de vivre, il a besoin, tout ne marche pas pour l'instant. Pourquoi ne pas marcher pour réclamer la vie, pour que tout marche pour la population? Non, ça veut dire qu'il y a deux aspects, il y a des aspects politiques les plus importants. Quand on n'a pas marché, même l'opinion internationale qui veut sanctionner croira que les sanctions ne sont pas nécessaires. Les sanctions ne sont pas nécessaires parce que ce monsieur-là, il est encore porté par l'opinion. Tu vois? Il faut qu'ils sentent que non, les sanctions sont nécessaires à cet instant parce que la population ne veut plus de ce monsieur-là. L'opinion ne le porte pas. Ne le porte pas. Vous voyez? Et à ce moment-là, les juges peuvent effectivement venir lire sa loi au nom du peuple congolais. Au nom du peuple congolais. Vous voyez? C'est comme ça que les autres doivent encourager, soutenir ces dispositions-là. Et malheureusement, dans le concept actuel, on trouve que ce sont les faiseurs du mal qui sont acceptés, qui sont considérés sur le toit. C'est ça la grande difficulté. Actuellement, apparemment, on ne conjugue plus le slogan « Le peuple d'abord ». Parce que c'était un slogan qui régnait, mais actuellement, apparemment, ce slogan-là est porté dans les oubliettes. Non, écoute, c'est le peuple, qui étaient les géniteurs de ce slogan? Il est parti avec son slogan. De toutes les façons, même si nous sommes dans une même formation politique, chacun a sa manière de voir les choses.
la manière de faire les choses. Les slogans ne devaient pas simplement être déclarés, mais le slogan est en train d'être exécuté. Et est en train d'être exécuté. Le peuple d'abord. Il y a des aspects, il y a des institutions de filières qui sont nées, qui fonctionnent correctement au jour d'aujourd'hui et au nom du peuple. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein? Oui. Prenons par exemple le cas de Lualaba. Là où il y a aujourd'hui une émergence tacite des non minéraux. Voyez, quand vous prenez ce concept d'exploitation-là, vous voyez quand même que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, on parle quand même de l'emploi. Il y a la transformation de cuivre ici, on fait les l'emploi à combien de pourcents? Hein? À combien de pourcents? Même à 2%. Parce que c'est un début. C'est un début. Vous n'allez pas commencer 1000 km à pied, vous n'allez pas commencer par 1000 pas, non. Vous allez commencer par un pas. Un pas qui est déjà là. On attend les discours du chef de l'État demain mercredi. C'est après son discours que nous reviendrons pour analyser les discours. Nous attendons ce qu'il va nous dire demain. C'est ce que j'ai. Oui. Il a promis de nous parler. Non, moi je ne suis pas pour cette orientation. Je ne suis plus pour la théorie. C'est vous de la presse qui devez aller sur le terrain. C'est ce que j'ai dit. Voyez? Après son discours, son adresse à la nation, nous reviendrons pour décortiquer, analyser les discours. Par rapport à la question de pourcentage que tu as évoqué, tu viens avec les statistiques pour nous faire voir que, effectivement, les slogans du peuple d'abord ne fonctionnent plus. Mais cependant, vous voyez quand même qu'il y a une certaine prise en charge, à un certain niveau. Vous savez, nos amis de la communauté internationale, ils nous ont toujours floués. Ils nous ont toujours floués. Aujourd'hui, prenons par exemple le cas de l'Iran. L'Iran est sous sanction internationale, ça fait combien d'années? Depuis 30 ans. 30 ans. Depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, et c'est la communauté nationale qui vient dire non, les Iraniens, les responsables iraniens ne savent pas protéger la population. Cependant, vous bloquez le gouvernement qui est à même de soutenir cette population, de bien encadrer cette population. Vous ne nous donnez pas de moyens. Avant de changer le chapitre, dans la logique du marche qu'a organisé IDPS hier, ils ont déposé un mémo, ils ont déclaré l'arrêt immédiat contre Joseph Kabila. Pendant qu'il y a négociation à Doha, à Suisse, ce n'est pas une contradiction? Non, c'est pas vous une négociez, contradiction. Dans l'entretemps, vous demandez la condamnation ou l'arrestation. Non, ce n'est pas une contradiction. Vous allez vous rappeler les premières dispositions. Le Rwanda, les mentors, a été mis sous sanction. Il y a des dispositions de sanctions dans ce processus-là qui court. Okay? Mais, dans l'entretemps, le Rwanda est présent à toutes les négociations. Il est présent aux tables de négociation. C'est ça, effectivement, la démocratie. Et le multilatéralisme, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas dire que si vous êtes condamné pour telle infraction et que on doit vous condamner pour toute votre vie. Non. On vous condamne pour telle infraction. S'il y a à l'exécuter, vous l'exécutez dans la norme de la loi et dans l'entretemps, vous continuez la vie autrement. Donc, les condamnations viennent. On ne l'a pas encore arrêté, on ne l'a pas encore jugé. Peut-être qu'il peut aller là-bas et se défendre. Bon, alors, mais pourquoi nous devons déjà
commencé à proclamer l'issue de ce jugement-là. L'actualité, c'est aussi la proposition de loi sur les référendums déposés à l'Assemblée nationale. Donc, cette proposition de loi ouvre déjà la porte à une révision constitutionnelle, hein, pendant que l'opposition crie aux manières de troisième mandat de président Félix Tshisekedi de vouloir franchir le troisième mandat. Quelle analyse faites-vous? Oui, mais c'est une fausse analyse. Est-ce qu'on a publié la dite disposition du changement de la Constitution? On n'a pas publié. Parce que c'est déjà à l'Assemblée nationale. Je pense, à l'Assemblée, qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qui va bloquer? Parce que tous ceux qui sont là sont des gens de l'union sacrée, de la majorité au pouvoir. Je suis de la communication, du langage. Okay? Je n'ai pas accédé à ces textes-là. Je n'ai pas été dans une plénière où on parle de ces cas-là. Comment je peux aujourd'hui justifier et vous donner un argumentaire solide? Non. Mais vous étiez à l'Assemblée nationale, vous savez comment les choses fonctionnent. Je fus. Oui. Vous savez comment les choses fonctionnent, comment vous vous organisez pour valider, valider ou adopter facilement des lois qui... Nous disons que l'opposition, quand est-ce que vous êtes allé dans l'opposition? Vous allez dans l'opposition parce que vous êtes une minorité devant la majorité. Okay? Et que la majorité est là, qui statue. Vous avez peur de cette majorité, vous pensez qu'elle ne va pas statuer selon les normes. Non, au contraire, non. Parce que la révision, c'est d'abord la Constitution en cours qui détermine qu'est-ce qu'on doit faire de la révision. La Constitution elle-même a défini déjà ses dispositions sur ces révisions. Alors, mais pourquoi nous devons avoir peur quand on n'a pas encore vu ce qui devait être fait ou qui devait être dit? Ça, ce sont les étapes d'analyse, les étapes de recherche, des étapes qui amènent le gouvernement responsable vers une voie de sortie sur des difficultés liées à la gestion, à la bonne gestion du pays. Donc, le Parlement, effectivement, le gouvernement ne peut rien faire sans Parlement. Donc, le Parlement est en train d'étudier tout ce qui lui est donné pour pouvoir analyser si c'est dans l'intérêt du peuple, d'abord. Et pendant ce temps, les partis au pouvoir ou l'Union sacrée ou l'UDPS parlent déjà du changement de la Constitution et non du dialogue. Bon, voyons voir, hein. Qui vivra, verra. On va les vivre. On va les vivre en dernière minute. C'est que la résolution que va nous donner le Parlement, parce que nous c'est le Parlement qui nous représente. C'est le Parlement qui représente le peuple. Si le Parlement trouve, parce que nous sommes au second degré, nous avons déjà donné les compétences à ces parlementaires-là, de parler, de gérer, de dire à notre nom. S'ils trouvent que c'est dans l'intérêt du peuple d'abord, c'est dit la majorité, on n'a qu'à accepter, si c'est le changement ou c'est la révision constitutionnelle. Mais on parle déjà d'un nouveau gouvernement qui se dessine d'ici le mois de juin. Comment, quelle taille ou comment voulez-vous? Non, là, je ne vous coupe pas la parole, je dis, mais là, c'est la gestion discrétionnaire du chef de l'État. Vous lui avez donné cette compétence-là de décider à votre nom, d'agir à votre nom. Continuez à lui faire confiance. Nous ne devons pas d'abord... Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Nous parlons du peuple d'abord, le social de la population, tout ça. Mais la priorité, c'est celui de toi ou bien un autre Premier ministre ou un autre gouvernement, ou bien travailler avec le gouvernement qui est en place, mais prendre des stratégies, trouver des solutions pour que la population se retrouve. Non, à ce niveau, moi, je n'ai pas de proposition à faire. Parce que je ne suis pas dans cette compétence-là de la gestion quotidienne des affaires de gouvernement.
Et je ne sais pas qui a fait quoi, et qui est compétent pour ça. Ok, c'est au président de la République hein, de pouvoir nous donner son appréciation. S'il trouve qu'on peut le conduire sur 1003, c'est à lui de voir. Et c'est lui qui a les critériums d'appréciation. Ok, hein? C'est lui qui a les critériums d'appréciation parce il est passé par l'étape d'évaluation compte tenu des circonstances et des événements que le pays est en train de traverser. Il doit chercher qui doit entrer dans le gouvernement, s'il y en aura, pour résoudre telle disposition qui n'est pas en ordre. Voilà. Donc, il faut nous éviter, vous de la presse, il faut nous éviter les touba-touba. Hein? Les toujours. Non. Non, mais c'est déjà... Nous sommes les analystes. Nous ne devons pas jouer sur les théories des probabilités moindres. Non. Il faut jouer avec des théories qui représentent quand même. Mais en tant que professeur, vous savez que la rumeur est une source d'information. Oui, mais c'est une rumeur, ce n'est pas une information. Une source d'information qui est maquillée, elle devient source d'information après avoir décortiqué ça. Après avoir décortiqué ça. Bon, on reste toujours dans la sociale du pays où l'actualité, c'est aussi la question orale avec débat au ministre de l'ESU par rapport, il y a un député national qui avait déposé une question orale avec débat pour dresser un tableau par rapport aux conditions ou la qualité de l'enseignement démocratique du Congo. Bon, je n'ai pas vraiment suivi, mais la question, elle est peut-être intéressante dans le sens que il y a à boire et à manger dans ce système d'enseignement. Et moi, en tant qu'africaniste, j'ai dit d'abord que ce système d'enseignement, il est biaisé. Vous voyez? Et il est biaisé et ne s'adapte pas à la réalité sociale du pays. C'est ainsi qu'on a des conflits. C'est ainsi qu'on a des problèmes. Parce que jusqu'à présent, il nous a fallu revisiter rapidement même l'historique de notre pays. Vous voyez, on continue à apprendre aux enfants l'histoire de Diego Cao, l'histoire de Léopold II. On y met beaucoup de temps, 60 heures, 80 heures, 120 heures pour les historiens, ainsi de suite. Mais on oublie l'histoire comment nous naissons dans nos familles, comment nos familles grandissent, qu'est-ce qui fait notre fondement historique. Hein? Nous avons quand même les politiciens qui ont marqué l'histoire de la politique du pays. Nous avons quand même le professeur Malou qui était à la NASA, qui ont commencé par Nikin aujourd'hui. Hein? Nous avons les Mudimbe qui sont partis. Pourquoi on ne peut pas parler de ces génies-là et de ces notables-là que revenir sur les anciennes considérations? Oui. Il faut vraiment réintégrer, par exemple, la nouvelle technique de communication dans nos réalités sociales. Toujours chercher à intégrer les réalités qui viennent d'ailleurs. Et on n'a pas le temps d'aller vérifier, on n'a pas le temps de vivre cet apprentissage-là au quotidien. Eh bien, voilà. On est là, sur le plan théorique, on apprend. La formule sur l'oxygène est restée la même, mais il n'y a pas de labo. Les enfants qui font la chimie, ils ne savent pas trouver une molécule par rapport à la cellule, ainsi de suite. La différenciation. Pourquoi on ne peut pas traduire tout ça? Nous avons, la Constitution reconnaît nos 4 langues nationales. Pourquoi ne pas commencer à traduire toutes ces réalités-là dans nos 4 langues? Pour que nous puissions avoir 4 pôles d'enseignement, selon nos 4 langues nationales. Pôle d'enseignement lié au Kikongo, de l'État, pôle d'enseignement lié au Lingala, pôle d'enseignement lié au Kiswahili et pôle d'enseignement lié au Chiluba. Nous serons un grand pays linguistiquement très fort.
Parce que la francophonie viendrait faire de la lexicologie en Swahili, en Lingala, en Chuluba et en Kikongo au même moment. Tu vois que ces gens-là, ils vont plus développer leurs réflexions, leurs rationalités, contrairement à des pays qui sont monolingues, qui n'ont qu'une seule langue et ainsi de suite. Ouais. Déjà, au niveau de la langue, nous sommes très riches. Mais aujourd'hui, on parle de... Nous sommes très riches. Aujourd'hui, on parle Donc, déjà... cet enseignement devrait être un enseignement bilingue ou multilingue. Donc, un enfant congolais devrait être capable, après ses humanités, d'apprendre soit le Tchoulouba, s'il est dans la poule Tchoulouba, et apprendre le français, apprendre l'anglais. Il est déjà riche, plus sa langue maternelle. Donc, il peut vous communiquer sur le plan sécuritaire en plusieurs langues, et puis vous, étrangers, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il a dit. Comme Mobutu disait à l'autre, dit Buka Bango Lukuta. Mais dans l'entretien à l'EPST, on parle déjà de anglo-oral. C'est oral, anglo-oral. Avant, c'était seulement français-oral, maintenant c'est anglo-oral. Oui. Est-ce qu'on dira qu'il y a l'amélioration? Oui. Il y a un changement? Bon, il y a amélioration, mais maintenant, il faut la formation des spécialistes en didactique et qui doivent comment gérer cet apprentissage-là. Le premier outil de communication, c'est la langue. Mais la première expression de la communication, c'est l'oral. Vous voyez? Et quand vous savez déjà parler une langue, même si vous ne savez pas l'écrire, mais vous avez déjà un avantage. Nous sommes à la fin. Un mot pour finir. Bon, c'est de vous remercier pour votre visite, votre émission, surtout qui chute par l'enseignement, qui est un fondamental de la vie de Congolais et de la vie de chacun. Et si vraiment on peut améliorer notre qualité d'enseignement en y allant par l'acceptation de considérations de contenu, de savoir que nous avons déjà chez nous ici, je pense que nous devons nous développer rapidement. Pour moi, il fallait que cet enseignement soit un enseignement bilingue ou multilingue, comme je l'ai dit. Et ça peut aider. Si vous prenez le cas de la Chine s'est développée grâce à sa langue, en mandarin. Ils apprenaient en anglais, mais à un certain moment, ils ont claqué la porte. Ils ont instauré la langue propre. Quand vous allez en Russie, la même chose. Bien qu'en Ukraine, il y a aussi ils apprennent aussi en Russie, ils apprennent aussi en anglais. Oui. Donc, il n'y a pas un peuple qui fait un boom de développement spirituel et du reste. Parce que quand vous êtes développé spirituellement, l'économie va suivre. C'est comme la Bible vous dit qu'il faut chercher la grâce divine et puis le reste vous sera donné par-dessus. Donc, quand on sait maîtriser d'abord ces considérations personnelles, ces considérations identitaires, je crois que on se développe facilement sans attendre que l'Américain vienne prendre les sanctions contre tel et tout ça. Vous voyez? Parce que si nous pouvions rester congolais, et que je crois Joseph Kabila a prêté serment pour servir les Congolais. Et qu'aujourd'hui, il va tuer les Congolais. Il est contre son propre serment. Si nous étions traditionnels, lui-même aurait trouvé la mort sur son chemin. Un serpent venimeux l'aurait attaqué et puis il serait mort. Professeur Omar Kalonji. Il serait mort d'une crise cardiaque dans sa chambre. Voilà. Professeur Omar Kalonji, merci. À moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Invité 30 qui avait reçu le professeur Omar Kalonji. Avec lui, nous avons analysé ou développé l'actualité de l'heure. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Restez branchés et connectés dans cette émission Invité 30. Je dis merci à l'équipe technique, merci à Igo Malela qui
qui est là toujours derrière la caméra pour nous accompagner.